Et pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui, on est en compagnie de Gilles Petit de Gestion de Fortune. Bon, alors Gilles, on reprend ensemble. Tout à l'heure, on parlait ISR. À présent, on répond aux questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Et on attaque avec Michel. Il nous écrit en fait depuis Marseille pour son association qui détient 100 000 euros d'excédent après un congrès. Et il voudrait savoir comment il peut les placer, comment son association peut les placer en toute sécurité. Sur cette question-là, je pense qu'effectivement, en tant qu'association, la solution du compte à terme peut être une bonne solution. La question, c'est quelle durée? Donc le compte à terme, hein, on en a parlé déjà ici plusieurs fois. On rappelle brièvement. On rappelle brièvement, vous allez voir votre banquier, vous convenez avec vous d'une période de placement et d'un taux de rémunération de ce placement. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 3 ans, 6 ans, enfin voilà. Et vous vous engagez donc à laisser cet argent chez votre banquier durant toute la durée de ce placement pour pouvoir bénéficier à la fin du taux. Si jamais vous prenez cet argent-là avant, le taux qu'on vous avait garanti au départ ne sera plus garanti. Donc vous aurez des pénalités à payer. D'accord. Donc l'argent... Le capital est garanti, donc il y a 0 risque. Voilà. Et il y a une rémunération. Il y a une durée liée. Voilà. Et il y a une rémunération qui est garantie aussi au terme. Et bien voilà, 100 000 euros sur un compte à terme. Ça peut être une bonne solution. Ouais. Voilà la solution qu'on vous propose, Michel, pour donc votre association. Une question à présent de Marie qui nous écrit depuis Poitiers. Elle vous demande ce que vous pensez du contrat intergénérationnel pour transmettre de l'argent. Alors ça, c'est une très très bonne idée. Le contrat intergénérationnel, c'est quoi? C'est de l'assurance vie, tout simplement. C'est-à-dire que un aïeul va ouvrir un contrat d'assurance vie pour son petit enfant. Et ça va lui permettre d'alimenter ce contrat durant de longues années et de constituer un pactole qui pourra être ensuite effectivement versé aux bénéficiaires. Donc le principe, c'est ça. Hein. C'est le grand-père ou la grand-mère qui ouvre... Quelle différence avec l'assurance vie? Alors c'est un contrat intergénérationnel. Donc la différence, c'est premièrement, la personne qui fait les arbitrages, c'est la personne qui a ouvert le contrat. Donc a priori, l'aïeul. La personne qui est bénéficiaire, c'est souvent une personne qui n'est pas majeure, donc un petit enfant, et qui pourra en bénéficier simplement au terme d'une échéance qui sera fixée elle-même par ce qu'on appelle un pacte adjoint. Une espèce de contrat, quoi. Voilà, c'est un contrat qu'on passe, et la durée pourrait être... On pourra mettre noir sur blanc dans le contrat, je veux que mon petit-fils touche cette somme à partir de l'âge de 20 ans ou l'âge de 25 ans, par exemple. Ça permet de constituer un pactole. C'est plus intéressant qu'un livret A traditionnel, puisque la hausse des taux d'imposition fait que, et la hausse de l'inflation aussi, et la baisse des taux de rémunération aussi fait que ce n'est pas très intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est de l'assurance vie, donc ça veut dire qu'à l'échéance, on peut avoir quand même une franchise fiscale très intéressante. Et il n'y a pas besoin de décès du souscripteur? Alors non, ça marche pas comme ça. D'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Le contrat est signé au départ pour une certaine durée. D'accord. Et non, le décès du souscripteur ne rend pas le contrat caduc. Hein. Le déclenchement se fait au moment, à la date ou à l'âge prévu. Y compris si le souscripteur est toujours vivant. Ouais, tout à fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une clause qui existe qui permet, si jamais le bénéficiaire, ce qui peut arriver, décède dans un accident par exemple, au souscripteur de récupérer l'argent et de pouvoir le réaffecter à un autre petit enfant si on a dans la famille. Mais l'avantage, on l'a compris, il est fiscal. Il est fiscal. Sort du cadre fiscal de la succession habituelle. Absolument. C'est vraiment une solution à privilégier qui est pas tellement utilisée alors que en franchise fiscale, c'est vraiment le plus intéressant aujourd'hui. Voilà votre réponse, Marie, à propos de ce contrat intergénérationnel. Cédric, on part à Courbevoie. Oui, avec une question de Jacques qui s'interroge sur les plus-values immobilières. Il lui semble avoir décelé un nouveau micmac. On en est où pour 2013 ? Oui, alors c'est bien parce que c'est une question qui nous a été posée aussi ce matin au journal par Laurence de Paris. Alors effectivement, c'est le micmac fiscal de la fin d'année. On avait prévu certaines choses et puis finalement ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc en fait la plus-value immobilière, c'est qu'est-ce qui se passe dessus? Le Conseil constitutionnel a récemment censuré un article de la loi de finances pour 2013 qui prévoyait notamment l'imposition d'une surtaxe sur la vente de terrains à bâtir. Donc cette surtaxe n'aura pas lieu, elle n'existe pas. Mais dans cet article, il était aussi prévu un abattement exceptionnel de 20% sur les plus-values immobilières en 2013. Donc ça saute. Par contre, ce qui reste,
et c'est là que ça intéresse votre auditeur, c'est la surtaxe sur la vente des résidences secondaires, surtaxe donc qui s'applique à partir de 50 000 euros de plus-value. Donc le taux s'étend entre 2 et 6%. 6%, c'est au-delà de 250 000 euros. Donc il y a un alourdissement de la fiscalité. Il y a un alourdissement de la fiscalité, ouais, absolument. Sachant qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'on a droit à un abattement pour la durée de détention du bien. Donc si on détient sa résidence secondaire depuis 30 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on aura un abattement qui sera assez intéressant. Mais sinon, c'est un alourdissement. On rappelle juste que fiscalement, ce qui s'appelle une résidence secondaire, c'est tout ce qui n'est pas la résidence principale. C'est pas forcément la maison au bord de la mer. Absolument, ça peut être autre chose. Et la résidence principale, par contre, est exonérée, évidemment. Allez, question de Jean qui nous a écrit lui aussi sur notre site bfmbusiness.com. Il vous demande quel est le taux de rémunération des fonds en euros en 2012. C'est vrai que les principaux contrats, là, les principaux souscripteurs, etc., commencent à délivrer leurs performances. Ouais. Globalement, c'est plutôt décevant. Décevant, oui, mais on s'y attendait, donc c'est pas une surprise. La plupart des fonds en euros délivrent moins que l'année précédente, ou alors délivrent la même chose, mais ça c'est très rare. Donc effectivement, le fonds en euros est de moins en moins intéressant, et c'est pour ça que justement chez les assureurs, on commence à remettre en avant les contrats en unité de compte, qui ont pas mal collecté chez les grands assureurs français en fin d'année. On a eu une grosse collecte sur les unités de compte, collecte qui est liée en fait à la hausse des marchés, tout simplement. Ouais, voilà. Donc la réponse pour Jean, bon voilà, c'était pas terrible en 2012. Ce sera mieux en 2013 d'après vous? Non. Le principe, il faut être clair. Les obligations françaises vont pas commencer à s'envoler. Non, il faut être clair. Le fonds en euros, c'est fini. Enfin, c'est fini au sens où dans les années grandes heures du fonds en euros. Voilà, dans les années 80, les gens qui avaient un fonds obligataire qui rapportait du 15%, aujourd'hui ça n'existe plus. Les fonds en euros, c'est pareil. Le fonds en euros ne marche que en cas de baisse des taux. Oui. Mais ça n'empêchera pas de rester le placement préféré des Français. Bien sûr, mais il y a d'autres placements qui vont se développer, comme les annuités variables par exemple, qui permettront de suppléer à cette baisse du fonds euro. Allez, on marque une pause dans notre séance de réponse à vos questions en accueillant à 12h12 Sophie Tussaud pour l'essentiel de l'info. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Arnaud Montebourg se félicite que 2 lignes rouges n'aient pas été franchies chez Renault. Le ministre du redressement productif salue le fait qu'il n'y ait ni licenciement ni fermeture d'usine à la suite de l'annonce du groupe automobile de supprimer 7500 emplois. Un coup dur pour Boeing. La série noire continue pour les 787 Dreamliner avec des incidents à bord. Les compagnies japonaises JAL et ANA ont cloué au sol jusqu'à demain tous leurs appareils de ce modèle. Le groupe australien Qantas a toutefois décidé de maintenir l'achat de 15 Dreamliner. En Somalie, les islamistes chebabdistes avoir décidé d'exécuter l'otage français Denis Alex qu'ils détiennent depuis 2009. Une annonce alors que selon Paris, il a vraisemblablement été tué il y a 5 jours par ses ravisseurs lors de l'opération manquée qui visait à le libérer. Les soldats français sont pour la première fois engagés au sol au Mali. Ils progressent vers le nord du pays. L'armée française poursuit également ses frappes aériennes contre les groupes islamistes. Merci Sophie, on vous retrouve tout à l'heure, juste avant 12h30 pour un nouveau point complet sur l'information générale. En attendant, le CAC 40 est en petite baisse de 0,11%. L'eurodoll est à 1,3319. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on continue bien sûr de répondre à toutes vos questions, nombreuses questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Gilles, on a une question qui nous vient de Nice, question de Judith. Quelle est la tendance dans la rémunération de la gestion en assurance vie ? Alors la tendance sur les rémunérations, je pense qu'elle fait allusion au profil de gestion, on vient de parler là à l'instant des fonds en euros. Donc sur les profils de gestion, la tendance est plutôt bonne, puisque la bourse est montée. Donc souvent sur des profils opportunistes ou offensifs, on peut faire du 20%. C'est pas ça rentre bien dans le cadre cette année. On rappelle ce qu'on appelle les profils de gestion. Oui, c'est ce que la loi impose un petit peu à chacun de se définir via un questionnaire pour bien que le investisseur et professionnel sache à qui on a affaire. Ouais, tout à fait. Disons que
ces profils sont en fonction du risque pris sur les marchés, donc du plus défensif au plus offensif effectivement. Et les sous-jacents sont souvent des fonds de fonds ou des fonds eux-mêmes. Et d'où la performance sur les profils, la bonne performance sur les profils de gestion, c'est-à-dire que même un profil prudent cette année pouvait faire un peu plus de 5%, donc c'est toujours bon à prendre quand on est plutôt frileux sur les marchés, c'est bien. Question de Rudy qui nous écrit de Roubaix. Et il veut savoir quelles sont les différences entre un Duflo et un cellier, à part qu'il y a un produit auquel on n'a plus droit et un produit qui est en train d'apparaître. Oui. Duflo, c'est le nouveau produit, effectivement. C'est le nouveau cellier. Ouais, exactement. Sauf qu'il s'appelle Duflo et qui se destine davantage plutôt à ce qu'on appelle les logements sociaux, hein, entre guillemets. La différence aussi, c'est que par rapport au cellier, l'abattement est plus élevé. Hein, c'est 18%, alors que le cellier en fin de vie c'était 11%. C'est un abattement donc de 18% sur 9 ans. Le principe c'est le même que le cellier, c'est-à-dire que le prix retenu pour l'achat du bien ne peut pas excéder 300 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les différences? Les loyers peut-être qui doivent être quand même plus faibles que dans le cellier. Les loyers sont effectivement vont être plafonnés, voilà exactement. Donc effectivement ils seront plus faibles. L'un dans l'autre, lequel est le plus rentable d'après vous? Entre le Duflo et le cellier, lequel est le meilleur? C'est très difficile de faire un choix puisqu'on parle de deux situations économiques qui sont très différentes. Le cellier est arrivé à une époque où les choses allaient très bien. Le Duflo arrive à une époque où les choses vont un peu plus mal. Donc c'est très difficile. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que sur le Duflo, il n'y a pas de report sur pas la franchise de fiscalité, mais il n'y a pas de la réduction d'impôt que vous obtenez ne peut pas être reportée d'année en année, alors que sur du cellier classique, on pouvait la reporter. Donc ça, c'est un élément intéressant. Certains ont comparé le Duflo au cellier intermédiaire. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. Maintenant, oui, on peut le comparer à du cellier intermédiaire, effectivement, ouais. Bon. Mais c'est normalement ce qui doit s'appliquer aujourd'hui. Simplement, je crois qu'on a un peu de mal encore aujourd'hui à trouver des programmes en Duflo. Oui, faut le temps qu'il démarre, quoi. Oui, puis j'ai l'impression que la demande n'est pas encore au rendez-vous, pour ce produit-là en tout cas. Ah, avec un petit sourire, vous le dites en plus. Moi, je constate, je suis pas... Ça semble vous amuser. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Duflo et le cellier, le petit comparatif. Une autre question de Martin. Quelle différence entre les SCPI à capital fixe et les SCPI à capital variable? Alors, la différence, c'est que effectivement, le capital varie. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Donc, la SCPI, c'est quoi? C'est donc une société immobilière qui va investir dans des murs de magasins, dans des immeubles. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la différence est importante pour l'investisseur. La SCPI à capital fixe se destinera surtout à ceux qui ont envie de spéculer un petit peu, puisque le capital de la SCPI n'est pas appelé à varier dans le temps. Donc ce qui veut dire que si les gens sont dans cette SCPI et qui ne veulent pas sortir, et qu'il y a des gens qui veulent rentrer, les prix de cette SCPI vont monter. Donc c'est fait un petit peu pour... On peut spéculer dessus. Donc, vive la spéculation, oui. On peut spéculer dessus, mais c'est pas un crime. Il y a des gens qui ont besoin de sortir, d'autres qui ont envie de rentrer. Donc la SCPI à capital fixe, pour les gens qui ont envie de spéculer, à capital variable, c'est tout l'inverse. Donc on peut rentrer, sortir un peu comme on veut dans le capital variable. Donc là, c'est plutôt pour un placement bon père de famille. La différence aussi entre les deux, c'est que du coup, la valeur, puisqu'il y a spéculation de la SCPI à capital fixe, n'est pas indexée sur la valeur des actifs immobiliers qui ont été acquis par la société. C'est un peu plus volatile, du coup. C'est plus volatile, effectivement, tandis que l'autre, à capital variable, bon père de famille, là, vous serez vraiment indexé sur la valeur des biens qui figurent dans la société d'investissement. Donc, il faut se méfier. Disons que la prudence impose d'acheter du capital fixe quand la valeur de départ est basse, au moment où personne n'en veut, de façon à pouvoir les revendre au moment où justement on retrouve une appétence sur le marché pour ces produits-là. Bon, intégrer de la spéculation en clair dans la SCPI. Oui. Voilà. Et la SCPI, ça restera un placement intéressant en 2013 comme en 2012, pas de problème. Oui, ça reste, ouais. Voilà, gros rendement bien sûr si on veut jouer l'immobilier. Absolument. Merci beaucoup Gilles Petit. Merci. Rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. On se retrouvera bien sûr très bientôt dans Intégral Placement. Et le CAC 40 en attendant est quasi flat. On tente de revenir à l'équilibre, moins 0,08%, 3694 points. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.